Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. En grande forme, comme d'habitude. C'est vendredi, donc ça sent bon. Du coup, j'aimerais, avant qu'on poursuive dans le cours, revenir sur 2-3 points clés, puisque le cours qu'on vient de faire la semaine dernière est réellement le cours au contenu le plus important pour cette partie neurophysio, puisque c'est sur ces bases-là que vous arriverez à comprendre le fonctionnement des neurones, des cellules et tout le reste des événements biologiques de communication que vous pourrez voir, même avec Madame Beffre, etc. Nombreuses de ces événements sont expliqués par ce qu'on a vu justement la semaine dernière. Donc il faut absolument ensemble qu'on revienne là-dessus. Deuxième point, les ED, et notamment le premier, va justement se concentrer sur la mise en application de ces notions-là, de manière à ce que vous puissiez par vous-même être confronté à l'utilisation des formules mathématiques dans un seul et unique but, qui n'est pas que d'obtenir la bonne réponse, mais qui est d'obtenir une réponse qui parle pour vous en termes de mécanisme physiologique, et que vous soyez capable de dire, ok, si j'ai un potentiel d'équilibre de tant de millivolts, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, c'est ça que j'attends de vous. Physiologiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, pour revenir sur ces notions-là, et je vais vous donner du coup une ou deux petites astuces pour réaliser les ED que je mettrai, j'espère, enfin, je suis bien obligé, que je mettrai en ligne, mais surtout que je mettrai au kiosque pour que vous ayez un support papier la courante semaine prochaine, pour vous laisser quelques jours pour préparer, au moins pour ceux qui sont dans le premier groupe de la semaine d'après. Je vais vous donner 2-3 petites astuces très importantes. La première notion, c'est qu'en fait, il faut que vous fassiez visuellement, pour vous, sur feuille de brouillon ou autre, apparaître ce bras de fer entre le chimique et l'électrique. Et donc, comment vous allez le faire apparaître visuellement ? C'est qu'en fait, généralement, vous vous amusez en fait à dessiner du coup une cellule et à positionner directement les différentes concentrations ioniques. Alors, pas forcément sous forme de chiffres, ça vous l'aurez à côté, vous pouvez le noter, mais au moins sous forme de schéma. Du coup, ce qu'on a vu ensemble, c'est qu'on sait qu'il y a un K, et alors là, j'insiste là-dessus, plus qui est à l'intérieur de la cellule. Ça, c'est un très 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 important. N'oubliez jamais la valence, et que vous en avez très peu à l'extérieur. Du coup, ce qui vous fait apparaître ici visuellement, du coup, ce que l'on appelle le GC du K. OK ? Voilà, donc ça vous permet de vous dire, ok, naturellement, chimiquement, qu'est-ce qu'il a envie de faire mon potassium ? Et donc, quel que soit l'énoncé que je vous donne, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous soyez, que vous soyez face à un être humain, à une souris, à une grenouille ou à un homard, peu importe, ce qui va changer, c'est uniquement les concentrations et donc peut-être le sens du gradient chimique. Mais quand vous appliquerez toujours cette formule-là, cette méthode-là, vous pourrez quand même répondre aisément à la question. Si ensuite on positionne du coup le sodium, on sait qu'il est très important à l'extérieur, tout petit à l'intérieur, ce qui nous amène du coup à un gradient chimique, à un GC du sodium qui est dans ce sens-là. Ok ? Ça c'est ce qu'on avait vu, ça c'est la base. Et du coup, ce gradient chimique dit le potassium tu sors et le sodium tu rentres. À partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Pour expliquer le VM, on l'avait vu ensemble, c'est que on laisse la possibilité, et on le verra après, au potassium de sortir, c'est-à-dire de suivre plutôt le gradient chimique, et donc du coup de sortir de la cellule. Et cette sortie fait quoi ? Qu'on va perdre une charge positive à l'intérieur et qu'on va en gagner à l'extérieur. Du coup, votre cellule, progressivement, va se charger en ions négatifs, entre guillemets, va être en excès plutôt d'ions négatifs à l'intérieur de votre cellule, et sera du coup progressivement en excès de charge positive à l'extérieur. Du coup, là, vous venez tout simplement de comprendre et de mettre en évidence le potentiel de la membrane cellulaire et la raison physiologique principale pour laquelle, du coup, vos cellules ont un VM d'environ moins 60 millivolts. Et on verra justement après que ça ne se réduit pas que à ça, mais que 90% du VM s'explique par ce mécanisme-là,
qui est ce que l'on va donc dire ensemble, on va le voir après, la fuite naturelle du potassium à travers du coup des canaux de fuite qui restent permanence ouverts et qui autorisent le potassium à suivre son gradient chimique. À partir de là, moi ce que j'avais amené justement comme idée, c'est que plus le potassium sort, plus la cellule devient négative, plus le dehors est positif, et donc plus le bras de fer entre le VM et le GC augmente. Du coup, vous allez avoir soit dans ce sens-là, à ce moment-là, si vous avez un VM moins important que votre force chimique, dans ce cas-là, le potassium va continuer à sortir de la cellule. Du coup, pendant ce temps, au fur et à mesure que votre potassium sort, vous augmentez votre VM, et au fur et à mesure que le potassium sort, vous diminuez votre gradient chimique. Du coup, progressivement, vous allez égaliser les deux rapports. Lorsque les deux rapports sont égaux, qu'est-ce qui se passe? Les canaux sont toujours ouverts, vous autorisez toujours le potassium à sortir, mais il ne sort plus. Et il ne sort plus, pourquoi? Parce qu'il a autant envie de sortir chimiquement, parce qu'il est trop comprimé à l'intérieur de la cellule, il y en a beaucoup trop, que la cellule a envie de le garder parce qu'elle est beaucoup trop négative et donc ça devient dangereux pour elle, puisqu'on l'a vu, le respect de l'électroneutralité est essentiel à la survie de la cellule. Si par contre on continue à faire sortir le potassium, du coup le VM continue à augmenter, du coup le GC continue à diminuer, et dans ce cas-là, on est dans l'autre sens, le VM dépasse le gradient chimique. Qu'est-ce qui se passe pour le potassium? Les canaux de fuite sont toujours ouverts. Du coup, le bras de fer est en l'occurrence gagné par le courant électrique, donc par la cellule. Là se passe un événement très important que l'on appelle le potentiel d'inversion. Pourquoi potentiel d'inversion? Parce que c'est la force électrique nécessaire pour aller dans le sens opposé au gradient chimique. Ça veut dire qu'on est déjà surchargé en potassium dedans, mais que l'électricité qui est dans la cellule est tellement importante qu'elle continue à faire rentrer du potassium à l'intérieur de la cellule. Donc là, vous allez vous mettre progressivement à rééquilibrer du coup vos gradients, puisque vous allez refaire rentrer du potassium pour essayer de remonter le VM qui est beaucoup trop négatif. Ça va, ça, pour tout le monde, à peu près? Du coup, par rapport au cours, ce qu'on avait dit par rapport à ça, c'est que qu'est-ce qui va expliquer un déplacement d'ion? C'est donc cette fameuse force, je vais vous le remettre, non, elle est là. C'est cette fameuse force, ce fameux bras de fer électrochimique, sauf que comme on n'a pas le droit de mélanger des carottes et des poireaux, on a transformé par l'équation de Nernst la force chimique en une force électrique équivalente, en disant, ok, quelle est la force électrique que j'ai besoin pour empêcher un ion de bouger et donc pour s'opposer à son chimique. Et ça, c'est ce que l'on a appelé le potentiel d'équilibre d'un ion, qu'on a calculé avec avec la simplification 58, quand on est à 20 degrés, 58 fois log base 10 du gradient chimique, c'est-à-dire concentration extérieure divisée par concentration intérieure. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, mais ça, c'est quoi? C'est la force dont dispose un ion pour se déplacer dans un environnement. Manque de bol, la membrane plasmique ne le laisse pas se déplacer. Du coup, il y a une nouvelle notion qui apparaît, qui on l'a appelée donc la conductance, la capacité qu'a la cellule à laisser passer un ion. Mais attention, la conductance, on l'a vu ensemble, c'est une valeur réelle due à l'ouverture de canaux. C'est pas une valeur potentielle, c'est pas une valeur imaginaire. Donc par exemple, je fais un Western blot, je vois qu'il y a des centaines et des centaines de récepteurs de canaux au potassium. Mais peut-être que mon G sera quand même égal à 0. Il n'y a pas de correspondance directe entre le nombre de canaux et la conductance. La correspondance, elle est aussi liée, et ça on l'a vu, du coup, à la probabilité d'ouverture. C'est-à-dire, oui, ça dépend du nombre de canaux que j'ai, pas de problème, forcément. Autre notion très importante, ça dépend aussi de la capacité qu'a ce même canal, d'après sa constitution, à laisser passer des ions, mais aussi à savoir est-ce qu'il peut s'ouvrir ou pas, et est-ce qu'il est ouvert. Et alors on peut simplifier là ce nombre de canaux totaux et cette probabilité d'ouverture par quelque chose
encore plus simple et de plus concret, qui est le nombre de canaux ouverts. Si vous dites que je calcule ma conductance de toute ma cellule en multipliant la conductance d'une seule porte d'accès multipliée par le nombre de portes ouvertes, c'est gagné. Si vous ne parlez pas de portes ouvertes, donc vous parlez de portes au sens large du terme, pas de problème, ça marche aussi, mais n'oubliez pas la probabilité d'ouverture, puisque tant qu'ils ne sont pas ouverts, il n'y peut pas y avoir de déplacement, même si vous mettez une force électrochimique énorme. Du coup, on en arrivait finalement à dire que pour qu'il y ait déplacement de l'eau, pour qu'il y ait déplacement d'un ion, donc pour qu'il y ait I, il faut donc qu'il y ait de la conductance et une force qui le fasse bouger. Du coup, on avait résumé le calcul d'un courant électrique par tout simplement la force électrochimique multipliée par la conductance. Le point maintenant est que, et ça je l'ai essayé de vous le dire aussi un peu la semaine dernière, on va le rabâcher, on va le redire après en ED, c'est pas parce qu'il y a aucune modification, aucun déplacement visuel apparent quand on fait des enregistrements, qu'il n'y a pas de déplacement réel. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des courants, des ions peuvent bouger, mais moi, quand j'enregistre, je vois rien. Il ne se passe rien. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout ce qui se passe s'annule. Je vous l'avais amené, cette idée, la dernière fois, avec la notion là, de pile, où en fait, lorsqu'ils arrivaient à l'équilibre, hop, ils sortaient, puis ils rentraient, puis ils ressortaient. Et du coup, ça s'annulait. Et donc, visuellement, moi, si je mets une électrode dedans, une électrode dehors, je vois rien, il se passe rien. Mais là, c'est la même logique. Du coup, lorsqu'on vous dit, dans un énoncé, ou même pour vous, et donc je prends l'exemple de n'importe quelle cellule du corps qui ne sont pas excitables, eh ben, elles ont un VM normalement, sauf si on fait des perturbations extérieures, mais on a un VM qui est stable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que chaque courant est nul, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de déplacement, ça veut dire que tous les déplacements, au final, s'annulent. Ça veut dire que la somme des courants de tous les ions en présence s'annule. Je prends l'exemple de si j'ai 10 molécules de sodium qui rentrent dans ma cellule. Donc par rapport même à notre exemple de tout à l'heure, si je prends donc 10 molécules de sodium qui rentrent dans ma cellule, du coup, comme la valence du sodium est 1+, un seul plus, ça veut dire que vous allez surcharger votre cellule de 10 charges positives. Mais si en même temps, il y a 10 potassium qui ont eux aussi une valence de 1+, qui sortent. Du coup, il y a eu un courant sodium qui est rentré dans la cellule. Donc, de quel signe est ce courant ? Quel est le signe du courant du sodium s'il rentre dans la cellule ? Négatif. Pour un cation, donc une charge positive. Pour le potassium, par contre, il y a aussi un courant effectif. Il y a aussi un déplacement réel. Et donc, du coup, on a ici un courant qui est, cette fois-ci, positif pour un cation, qui veut dire donc que l'ion va sortir. Et donc, c'est bien parce qu'il y en a 10 qui sont rentrés et 10 qui sont sortis, que à la fin, le VM de ma cellule n'a absolument pas bougé. Du coup, quand moi j'ai mis mon électrode dedans dehors, j'ai rien vu. Pourtant, il s'est passé des choses. Donc, mathématiquement, il est très important pour vous que vous intégriez ce rapport-là qui nous dit que lorsque le VM est stable, c'est-à-dire que tout au long de mon enregistrement, je n'ai pas vu d'évolution du VM, ça veut forcément dire que tous les courants de tous les ions en présence, quels qu'ils soient, s'annulent à l'arrivée. Et c'est pour ça que, du coup, le VM, il est stable. Résultat, par rapport à cette fameuse loi U égale RI, d'accord, que tout le monde connaît, il n'y a pas photo, appliquée à la cellule, on remplace tout simplement la résistance par la notion de conductance, puisque c'est l'inverse. Soit je laisse quelque chose passer, ou soit j'empêche quelque chose de passer, mais c'est exactement la même notion. Et le U, qui correspond du coup à la force électrique, ça correspond, in fine, à la différence entre la force électrique de la cellule et la force chimique, qu'on traduit par le potentiel. Donc voilà comment on peut résumer un phénomène physique simple, qu'on a déjà vu dès le collège,
à une cellule et à en comprendre du coup son fonctionnement. Résultat, si on souhaite mathématiquement déterminer le VM, c'est-à-dire qu'on n'a pas des électrodes, d'accord, mais on connaît les concentrations extérieures et intérieures, etc. On connaît la conductance. On est capable d'en déduire le potentiel de membrane qui va en découler et qui va donc correspondre tout simplement à la résolution de cette formule-là qui nous dit que l'ensemble des courants de tous les ions est égal à 0. Et si vous résolvez cette formule-là en remplaçant tout bêtement les courants par justement le VM, le E et le G, et que vous vous mettez à factoriser le VM, vous obtiendrez cette jolie petite formule que vous pouvez aussi apprendre par cœur, il n'y a pas de problème, puisqu'après pour les exercices, vous pourrez le reproduire. La seule chose que moi j'attendrai de vous, toujours, systématiquement, sinon je ne mettrai pas la totalité des points, c'est que vous me montriez votre raisonnement, d'accord, votre évolution. Et alors là, le raisonnement est monstrueux, il est tout simplement de dire que si VM est stable, l'ensemble des courants s'annule. Donc, j'ai le droit de dire ça. Si vous n'avez pas respecté cette loi, vous n'êtes pas capable d'appliquer cette formule, même si vous la connaissez par cœur. Ça marche pour tout le monde? Pas trop compliqué? Et donc on va pouvoir, comme je vous l'ai dit, vous le remettre bien au cours des ED, où vous allez refaire ces calculs par vous-même. Faites-le chez vous, tout seul, et après à l'ED, on corrige et on le fait ensemble. Du coup, ça c'était le mode tranquillou, si on s'intéresse qu'au potassium et au sodium. Mais en vrai, dans la vraie cellule, c'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a du chlore, il y a du calcium, et on a même omis le magnésium. Mais en fait, vous voyez que c'est toujours la même logique. Je vous l'ai dit, tous les ions, quels qu'ils soient, peuvent participer au VM. Qu'est-ce qui va leur en empêcher à un ion de participer à un changement de VM? Qu'est-ce qui va empêcher un ion de participer au changement d'un VM? Si ma cellule change de force électrique, qui m'empêche de dire que c'est dû au calcium? Quel est le paramètre physiologique qui va être prépondérant là-dedans? Je n'ai pas entendu. Quelle est, d'après vous, et d'après ça, la logique pour nous expliquer qu'un VM change en fonction d'un ion? Oui. Alors, la concentration est trop faible pour le calcium, je suis extrêmement, mais alors, extrêmement contre cette idée, puisque je n'en ai rien à secouer de la concentration qu'on a. C'est quoi qui nous importe? C'est quoi qui nous importe? Le delta, la différence, la force chimique, le rapport entre les deux. Donc même si tu en as très peu, versus 0, tu auras peut-être une force chimique encore plus importante que beaucoup et moyen. D'accord? Donc c'est pas ça la notion physiologique. Je l'ai entendu. C'est là. Vous l'avez dit. Quel est du coup le paramètre physiologique qui est prépondérant pour qu'un ion puisse modifier un VM? C'est pas la valence, non? Oui, merci. Je savais que c'était par là. La perméabilité, la capacité qu'a un ion à traverser la membrane ou pas, et donc à la changer. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il n'y a quasiment aucun ion au repos qui a une charge chimique équivalente de part et d'autre de la membrane. Ça veut dire que tous les ions, quels qu'ils soient, ont une force chimique. Ça veut dire que tous les ions, quels qu'ils soient, ont envie soit de rentrer, soit de sortir. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que si le chlore se met à sortir, eh ben la cellule va redevenir positive. Ou si le sodium se met à rentrer, la cellule va devenir positive. Pourquoi elle n'est pas positive? Pourquoi le sodium ne rend pas la cellule positive? Parce qu'il ne peut pas. Et pourquoi il ne peut pas? C'est la conductance. Donc les canaux. Ça marche? Du coup, voilà la formule que vous pourrez utiliser, réappliquer, et qu'il faut que vous compreniez dans son fondement. D'accord? L'électricité qu'on peut avoir dans une cellule résulte du déplacement de tous les ions. C'est aussi simple que ça. Et on sait maintenant, entre nous, que 90% de ce VM est expliqué par le potassium. Ok, du coup ça on l'avait vu ensemble, il n'y a plus rien d'autre à redire. C'est la différence entre la force électrochimique
dont on dispose, c'est-à-dire l'énergie résiduelle qui peut faire bouger, et à l'arrivée, le vrai déplacement réel qui, lui, va dépendre de la conductance, donc de la capacité qu'a un ion de traverser. Ok. Du coup, j'avais redit ça pour introduire cette partie du cours qui est très qui est importante, mais que vous connaissez, mais on va juste détailler, qui est que, ok, si c'est bien la perméabilité qui est le paramètre, l'un des paramètres clés, eh ben, qu'est-ce qui permet de modifier cette perméabilité? Quels sont les outils dont dispose une cellule, et notamment un neurone, pour changer cette perméabilité? Premier type de protéines transmembranaires qui participent à cette perméabilité, c'est ce qu'on a vu ensemble, ce sont les fameuses canaux ioniques, et notamment les canaux de fuite, qui sont toujours ouverts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir des canaux de fuite spécifiques d'un ion, ça c'est pas un problème, vous pouvez avoir des canaux de fuite au potassium et pas au sodium, alors que tous les deux sont une charge positive pourtant. Mais par contre, comme ils sont toujours ouverts, ils vont laisser cet ion faire comme il l'entend, en fonction de quoi? De ce qui peut le faire bouger. Et c'est quoi? C'est la force électrochimique. Du coup, le canal de fuite du potassium est un exemple de canal de fuite pour bien que vous compreniez le rôle que ces protéines ont, ces fameuses douanières dont je vous ai parlé. L'autre type, c'est les voltages dépendants dont on a parlé. Alors là, ces canaux, eux, sont toujours fermés en condition repos. C'est-à-dire quand votre cellule est autour des moins 60, moins 70, c'est là où on considère qu'elle est au repos. Et dans ce cas-là, on sait que ces canaux donc sont fermés et ils vont s'ouvrir lorsqu'il va y avoir une différence de charge électrique entre l'intérieur et l'extérieur qui va atteindre un certain seuil, une certaine force et qui va le modifier, le transformer, le déformer. Et en déformant ce canal, grâce aux charges électriques, eh ben, du coup, il s'ouvre et il va laisser passer, du coup, un ion. L'exemple typique, et qu'on va retravailler même très en détail, que je peux vous donner, c'est le canal sodium voltage dépendant. Pourquoi? En quoi il est hyper important ce canal? C'est lui qui déclenche, qui lance le potentiel d'action. Donc la capacité qu'a votre cerveau à être intelligent, ça part de là, du canal sodique voltage dépendant. Et il démarre, ça vous le savez, la fameuse loi du tout ou rien, il démarre du coup à moins de 40 millivolts. Pourquoi? Pourquoi pas moins 50? Pourquoi pas moins 30? Pourquoi pas moins 20? Pourquoi pas plus 20? Pourquoi moins 40? Alors? Vous pourrez me dire, et pourquoi pas? Parce que? Oui, mais en fait, on va dire que de base, ta cellule, elle est à peu près à moins 60. D'accord? Donc tu as, on va faire un schéma hyper simple, tu as donc 60 charges négatives dedans et 60 charges positives dehors, ok? Et là tu passes à 40 dedans, 40 dehors, et là tout d'un coup, boum, ça s'ouvre. C'est quoi du coup la logique qu'il y a derrière? Pardon? Oui, c'est ce qu'il faut pour ouvrir le canal, et donc c'est quoi le mécanisme physiologique qui se passe, ou du coup biologique? C'est tout simplement qu'à moins 40, d'après la composition intrinsèque en acides aminés de ce canal, vous avez suffisamment de charges positives à l'intérieur pour déformer physiquement votre canal. Et à moins 50, vous n'en avez pas assez. Et à moins 30, qu'est-ce qui se passe? On en a trop, et donc qu'est-ce qui se passe? Il reste fermé? Si tu as trop de force pour déchirer quelque chose, tu ne le déchires pas? Si. Donc en fait, à partir de moins 40, ça s'ouvre. Et tout le temps, au-dessus. C'est pour ça que la logique, elle est quoi, de moins 40? C'est que c'est le minimum de charge positive qui est à l'intérieur qui me suffit à déformer. Au-delà, si j'ai encore plus de force, eh ben je le déforme quand même, et donc il s'ouvre. Donc à moins 30, il s'ouvre, à moins 20, il s'ouvre, à moins 10, à 60, à plus 120 millivolts, il s'ouvre. Il n'y a pas de problème. Mais en dessous, il n'a pas assez de charge positive dans la cellule pour le déformer. D'accord? Mais au-dessus, aucun problème. Un autre exemple, ce sont les protéines ligands, ces fameuses
récepteurs finalement, hein, c'est ça leur terme, sont des récepteurs, c'est-à-dire des protéines transmembranaires qui ont un site de liaison à une autre protéine. Et c'est la liaison de ligand avec son récepteur qui va permettre de ce changement de conformation, qui va permettre l'ouverture du canal et du coup laisser passer. On appelle ça du coup quoi ? Comment on les appelle du coup ces récepteurs ? Puisqu'ils vont être capables en eux-mêmes de laisser passer des ions. Du coup, comment on les appelle ? C'est de la révision, ça, hein, vous les avez toutes vues. Hein. Là, après, on donne des exemples très précis de neurones, puisqu'on est en neurobio. Mais la famille, vous la connaissez, donc on va vite là-dessus. Comment on les appelle, du coup ? Des récepteurs qui ont la capacité en eux-mêmes de laisser passer des ions. Ils font partie de quelle famille ? Ionotrope. Et quel est l'autre type de récepteur, du coup, que vous connaissez, qui, lui, n'est pas capable de laisser passer les ions par lui-même ? C'est quoi l'opposé du ionotrope ? Qu'on voit juste après. Tadam ! Tadam ! Le métabotrope, ou récepteur à protéine G. Ça vous parle, ça ? Oui, plus déjà. Donc, un récepteur ionotrope, c'est tout simplement un récepteur qui est capable en lui-même de laisser passer des ions lorsque le ligand va se connecter dessus. Un métabotrope est incapable de laisser passer des ions tout seul. Pourtant, c'est une protéine qui va participer au changement du VM. Comment ? Indirectement. On va le voir justement juste après. Donc là, on a des canaux neurotransmetteurs qui vont laisser passer des ions, et notamment ceux de la molécule que je vous ai parlé, le glutamate, qui est la molécule excitatrice principale du système nerveux central, la plus importante en termes de répartition dans les synapses, et qui, par exemple, s'appuie sur 3 grands types de récepteurs. Le récepteur ONMDA, le récepteur AMPA, le récepteur kainate, chacun a des spécificités. Mais là, attention, ces récepteurs-là sont capables de laisser passer plusieurs types d'ions, et non pas qu'un seul. Et donc on les appelle plus du coup des canaux sodiques ou potassiques, mais cationiques ou anioniques ou ioniques au sens large du terme, s'ils sont capables de laisser passer des charges plus et des charges moins. Et autant dire que ça n'existe pas, puisque si intrinsèquement vous êtes capable d'attirer des charges plus, vous êtes forcément capable de refouler des charges moins et vice-versa. Du coup, les canaux sont soit cationiques, soit anioniques. L'autre exemple, c'est celui que je vous ai donné, c'est donc un récepteur, lui aussi, a un ligand, mais qui n'est pas intrinsèquement capable de laisser passer des ions. Et donc dans ce cas-là, il va passer notamment par donc, les protéines G, majoritairement, qui vont du coup activer l'AMP cyclique, qui va en retour permettre l'activation de protéines kinases, quelles qu'elles soient. Et on va vous donner un autre exemple la dernière fois. Par exemple, la phosphatidylinositol 3 kinase, la PI3K, peut-être que vous l'avez déjà connue, vue en signalisation, en L1, vous le verrez peut-être, qui sont des protéines kinases capables de prendre un phosphate et de le coller sur son substrat. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que potentiellement, ces kinases vont phosphoryler des canaux. Et ces canaux ioniques, tels que les canaux au potassium, vont du coup, lorsqu'ils seront phosphorylés, peuvent du coup être inhibés ou activés. Du coup, là, par exemple, que certaines protéines kinases, activées par les protéines G, vont bloquer les canaux potassium, du coup empêcher le potassium de sortir. Et s'il ne sort plus, et qu'il reste dedans, qu'est-ce que fait le VM d'après vous ? Si vous empêchez le potassium de bien vouloir sortir de la cellule et que vous le forcez à rester, du coup, qu'est-ce qui se passe sur votre VM ? Il fait quoi le VM ? Il est de moins en moins négatif et de plus en plus positif. Et on verra justement les termes qu'on met là-dedans, mais je veux que dans la logique, vous l'ayez. On va y aller pas par pas. Enfin, les 2 derniers types qu'on va voir sont donc les récepteurs enzymes. Les fameuses, par exemple, mais il y en a plein d'autres que vous connaissez, puisque vous avez vu avec Xavier et avec d'autres aussi, ces fameuses RTK, récepteurs à activité
Non? RTK, ça vous parle pas? Récepteur à activité tyrosine kinase. Ça vous parle ou vous n'avez jamais entendu ça? C'est un gros mot. Je vous insulte? Ok. Oh, vous êtes en forme aujourd'hui. Vous êtes sûr? Vous m'aviez dit que vous étiez en forme. C'est pas l'air. Hein. Donc c'est quoi ces récepteurs? C'est le récepteur en lui-même qui peut phosphoryler son substrat une fois qu'il est accroché au ligand. Du coup, la signalisation, elle est un peu plus directe, d'accord? On passe pas par la signalisation protéine G à AMP cyclique. Là, c'est direct, on va phosphoryler sa cible. Du coup, si on prend l'exemple de l'insuline, l'insuline a un effet sur certaines cellules, notamment les cellules du pancréas, qui libèrent l'insuline. Donc, vous avez une sorte de boucle sur elle-même, où la cellule qui libère l'insuline va aussi du coup, activer les récepteurs à l'insuline de sa propre membrane. Et dans ce cas-là, vous allez activer cette fameuse PI3K, je vous ai parlé tout à l'heure, cette fameuse protéine kinase, qui va phosphoryler d'autres canaux potassiques qui, eux, vont être activés, à l'inverse de tout à l'heure. Donc là, pour ces canaux-là, c'en est d'autres. Hein. Je ne suis pas rentré dans le détail, ce n'était pas l'objectif. Et du coup, ce qui va augmenter la sortie des ions K+, puisque vous allez vous mettre à ouvrir des canaux potassiques. Et donc là, si vous autorisez encore plus le potassium de sortir, que fait votre VM? Que fait le VM du coup? Il diminue, il devient de plus en plus négatif, et on va voir les répercussions que ça va avoir après. Enfin, le dernier type, ce sont les canaux jonctionnels, d'accord? Vous connaissez ces fameuses protéines transmembranaires de contact qui se relient aux mêmes protéines transmembranaires mais d'une autre cellule pour former vraiment des passerelles entre deux cellules et qui vont du coup permettre la traversée de différentes métabolites ou de différents ions qui vont permettre aux cellules de communiquer ou au contraire de se permettre de se survivre, etc. Et du coup, ces fameuses jonctions gap définies par des protéines connexines majoritairement qui vont former ce qu'on appelle donc des connexions. Et là, il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de sens comme pour tous les autres protéines transmembranaires. Il y a vraiment un côté extracellulaire et un côté intracellulaire, avec vraiment une spécialisation. Pourquoi? Parce que j'ai une info qui vient de dehors et je veux la transformer en quelque chose qui change la cellule dedans. Mais là, non. Là, ces jonctions GAP, ces connexions, eux, sont bidirectionnelles, n'ont pas de définition, n'ont pas de sens, n'ont pas d'orientation, laissent faire les molécules à leur guise, et leur guise, du coup, c'est quoi? Soit pour l'eau, pour l'ATP, pour l'AMP cyclique, c'est le gradient chimique, et uniquement le gradient chimique, ou pour l'eau, vous le savez maintenant, c'est l'osmolarité, la quantité, d'accord, en termes de densité moléculaire à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais pour les ions, c'est la force électrochimique et non pas que chimique, puisque du coup, ils ont une valence. Donc du coup, ils sont sensibles aussi aux charges électriques. Voilà. Donc ça, c'était pour, on va dire, globalement clôturer la partie de compréhension du VM. Et on en arrive à justement tout ce qui va faire bouger les molécules. Et notamment, après, on verra une protéine qui est votre copine, puisque vous l'avez vue de multiples fois, qu'on va bien redétailler parce qu'elle a un rôle dans le VM et notamment dans sa stabilité, vous le verrez. Donc, on vient de voir que si des ions traversent la membrane, ils peuvent changer la force électrique de votre cellule, mais que pour cela, il faut qu'ils traversent différents types de protéines, celles qu'on vient de voir. Mais sous quelle forme on peut avoir du coup des déplacements, vous le savez, soit primaire, soit secondaire, soit actif, soit passif. Donc les actifs primaires et secondaires, ça c'est vraiment très important de le comprendre. C'est tout simplement de vous dire, ok, j'ai besoin d'ATP pour faire bouger une protéine, mais quand on dit primaire ou secondaire, c'est-à-dire que c'est moi-même qui utilise l'ATP pour réaliser un déplacement de molécules, alors que le secondaire, lui, c'est je vais utiliser l'énergie d'une autre protéine. Je ne suis pas moi-même capable d'utiliser de l'ATP. Voilà ce que ça veut dire, le transport secondaire. Le passif, quant à lui, c'est un peu ce qu'on vient de détailler jusqu'à maintenant. Globalement, qu'est-ce que le passif? C'est que ça suit les gradients de concentration ou la force électrochimique. Et du coup, c'est
très très peu spécifique, d'accord, dans le sens où ça va permettre de laisser passer les gradients suivant chaque type de récepteur, et c'est surtout bidirectionnel. Il n'y a pas d'ordre véritablement donné lorsqu'on est en passif, puisque ce qui détermine le déplacement, ce sont les gradients. Donc ça, c'est vraiment très important. Pour l'actif, du coup, qu'est-ce que ça vous apporte d'utiliser de l'énergie? Quel est le gain que vous avez à utiliser de l'énergie par rapport à des transporteurs passifs? Qu'est-ce que ça vous autorise de faire? Du coup, quel est le rôle caché de ces protéines? Des transports actifs, à quoi ça sert? À aller contre les gradients chimiques. Très très bien. Ça veut dire à renforcer quelque chose qui est déjà hyper concentré, donc à rajouter du potassium dans la cellule alors qu'il y en a déjà trop. Et du coup, à quoi ça sert? C'est ridicule. Pourquoi on va s'amuser à utiliser de l'énergie qui est très coûteuse, de l'ATP, pour aller contre un gradient chimique? Ça n'a aucun intérêt. Vaut mieux justement utiliser les gradients chimiques pour créer de l'énergie et notamment donc être en passif. Quelle est du coup la fonction très importante derrière cette notion de transport actif? Ça ne maintient pas du tout l'équilibre, au contraire justement. Ça crée le déséquilibre puisque tu vas contre le gradient chimique. L'équilibre te dit quoi? Potassium, si tu veux qu'il soit à l'équilibre, il faut qu'il y en ait autant dedans en dehors. Si là tu dis je vais contre ton gradient, ça veut dire que je vais aggraver les différences. Donc tu vas contre l'homéostasie. À quoi ça sert? À créer? Maintenir un potentiel de repos, on va le voir juste après, pourquoi pas? Moi je veux la logique physiologique derrière. À quoi ça sert de créer justement des différences de concentration? Pourquoi on ne laisse pas tout à l'équilibre? Je mets des canaux de fuite partout, donc des transports passifs, et je laisse faire. Qu'est-ce qui va se passer? Tout sera à l'équilibre. Ok. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour la cellule si j'ai autant de potassium dedans que dehors, autant de sodium dedans que dehors, autant de glucose dedans que dehors? Qu'est-ce que ça change? Pardon? Alors, il n'y a plus de VM, et alors? Rien à secouer. Elle va mourir tant que tu respectes l'électroneutralité, et là tu seras un VM nul, tu la respectes, et tant que tu respectes l'osmolarité, pas de problème. Et l'osmolarité, elle sera respectée grâce à l'eau. Donc tu as tout qui va s'égaliser, et puis s'il y en a un peu trop dehors, il y a l'eau qui sort, s'il y en a un peu trop dedans, il y a l'eau qui rentre. Donc non, pas de problème. Quel est le problème de ça? Une fois que tout est à l'équilibre, une fois que vous avez tout laissé en passif, il n'y a plus aucun déplacement, c'est ce qu'on a vu, global. Et donc s'il n'y a plus de déplacement, il n'y a plus quoi? Plus de communication, plus d'échange, plus rien. Ça veut dire que votre cellule, elle va devenir aveugle, sourde et incapable de se déplacer. Il n'y a plus aucune force, plus aucun déplacement possible. Du coup, à quoi sert votre transport actif? Véritablement? À créer l'information? Non, c'est indirect. C'est indirect, mais l'idée derrière, c'est quoi? C'est que pour que tu puisses créer de l'information, pour que tu puisses créer du déplacement, pour que tu puisses créer justement un échange, puisque là, moi, si vous m'entendez, c'est parce que je vous échange, je vous envoie des molécules d'air qui se déplacent. S'il n'y a plus aucune molécule d'air qui se déplace, il n'y a pas d'échange, vous ne comprenez pas, il n'y a pas de cours. Du coup, à quoi ça sert l'actif là-dedans? Quelle est la logique physiologique qui se cache derrière le besoin d'échanger? Oui, mais ça c'est le final. Oui. Non, c'est le final aussi. Quel est l'intérêt de consommer de l'ATP pour déstabiliser les équilibres? Alors, si on revient aux temps très ancestraux de l'être humain, qui balançaient des fléchettes ou des lances sur les animaux pour les tuer, ou qui se sont mis à prendre un arc, ou qui se sont mis à prendre une arbalète. Quel est le gain d'un arc et d'une arbalète par rapport à un lancer de lance ou de flèche à la main? La précision. Non, il y a des super précis avec la main. La rapidité. Oui, mais pourquoi c'est plus rapide? Parce qu'on a évolué. Non,
Là, on parle d'un événement, de quelque chose de physique, d'un événement, d'un phénomène. C'est quoi ce phénomène? Parce que, en fait, ouais, je prends l'exemple de l'arbalète. L'arbalète, si tu le laisses charger, l'arbalète, par un enfant de 6 ans, ou si tu le laisses charger par Schwarzenegger, eh ben, l'enfant de 6 ans, il n'enverra pas la flèche au même endroit que l'autre. C'est quoi qui change entre les deux? La force. On y est là, on y est. La force résiduelle, la force que vous avez avant l'événement de communication, avant le déplacement, c'est-à-dire une sorte de charge. Vous devez vous charger en énergie pour la libérer dans un instant T et donc répondre à une signalisation. Et c'est qui charge l'arbalète? C'est qui charge votre cellule d'énergie résiduelle pour qu'elle puisse se libérer et échanger très rapidement? Ce sont les transports actifs. Les transports actifs sont là pour justement créer un déséquilibre, pour créer un désordre et utiliser la nature qui dit « je veux de l'équilibre » pour que la communication se fasse toute seule. C'est ce que je vous ai dit aussi la dernière fois, c'est qu'en gros, si vous voulez qu'une eau puisse couler dans une rivière, etc., soit vous laissez la rivière telle qu'elle, et donc vous aurez le débit de la rivière dû au diamètre de l'enfoncement dans la terre, etc., etc. Ok, pas de souci. Maintenant, je mets un barrage. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer quand je vais mettre mon barrage? Ben, l'eau va monter progressivement derrière mon barrage. Du coup, vous allez créer une différence entre dehors et dedans qui va pas arrêter de grandir. Donc, une force résiduelle qui ne va pas arrêter de grandir. Au moment où vous allez ouvrir les trappes, ce même fleuve, cette même rivière que vous aviez au départ, va avoir un débit d'eau beaucoup plus important. Pourtant, c'est la même rivière. Qu'est-ce qui a changé? C'est que j'ai accumulé une force pour la libérer à un instant T. C'est cette notion d'accumulation. Et bien, les transports actifs vont vous permettre ça. Autre notion très importante sur le transport actif, c'est qu'il est unidirectionnel, c'est-à-dire qu'il va permettre du coup un déplacement quasi toujours dans le même sens d'une molécule, ce qui est essentiel pour justement créer du désordre. Du coup, le primaire, le secondaire, on l'a vu. Et enfin, quels que soient du coup les transports, soit on est uniport, ou soit on est en camp transport. Ça veut dire soit je suis capable de transporter qu'une seule molécule par une molécule, soit je transporte des molécules de plusieurs natures. Et j'ai besoin de plusieurs molécules différentes pour voyager. Dans ce cas-là, je suis en cotransport. Soit en symport, c'est-à-dire que les deux vont dans le même sens, soit en antipore, elles vont dans des sens opposés, soit en séquentiel, soit en simultané. À quoi, d'après vous, ça sert justement les transports en cotransport? Quelle est la logique qui se cache derrière? Allez me chercher un intérêt. La connaissance, vous l'avez, d'accord? Cette diapo-là, tout le monde la connaît. Ok. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de la comprendre et que vous soyez capable de l'appliquer en termes de logique à tous les processus, et notamment les processus neuronaux. À quoi ça sert le cotransport? Super, excellent. C'est la définition type. C'est d'utiliser, finalement, imaginez-vous de devoir créer un désordre et donc un déséquilibre actif pour toutes les molécules de votre organisme. Ça coûterait bien trop d'énergie et de consommation d'ATP pour y arriver. Du coup, qu'est-ce que la nature a fait? Simplification. Elle se dit, je vais créer des gradients chimiques, je vais déplacer des molécules contre leurs gradients chimiques, donc je vais utiliser les transports actifs pour certains éléments, pas pour toutes. Et ensuite, je vais utiliser, comme il l'a très bien dit, la force de ces molécules, ce désordre, pour déplacer les autres. Du coup, je vais économiser en énergie, puisque avec une molécule que j'ai déséquilibrée, je vais être capable de faire bouger cette même molécule, mais aussi plein d'autres qui vont venir avec, grâce à l'énergie donnée par la force chimique et ou électrique. Résultat, deux exemples pour comprendre tout ça. Le premier, c'est le glucose.
Alors ne vous trompez pas, parce qu'il y en a qui reviennent vers moi, me posent des questions. Oui, mais monsieur, regardez, vous avez mis une flèche, le glucose, il passe à travers la membrane. Non, ça c'est juste pour signaler le gradient chimique et dans quel sens est le gradient chimique. Donc là, vous avez du glucose qui se trimballe dans le système vasculaire et vous avez une fibre musculaire qui est en attente de glucose pour vous permettre de monter les escaliers, etc., ou de courir très rapidement. Vous avez du coup ici une force chimique. Et le glucose, n'étant pas lui-même chargé électriquement, n'ayant pas de valence, la seule chose qui va le faire se déplacer, c'est bel et bien ce gradient chimique. Là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ce que l'on appelle une diffusion facilitée. Donc c'est quoi facilitée? C'est-à-dire que la diffusion se fait naturellement, mais elle est très lente, elle est un peu compliquée, alors que lorsqu'on va mettre des protéines transmembranaires, d'un transport, là on est bien sur un transport passif, on va faire que ce phénomène va être plus rapide, plus efficace. Et pourquoi plus rapide, plus efficace? Regardez bien, parce que lorsque vous allez être pendant votre effort physique, pendant votre contraction, où est-ce que vous avez l'énergie nécessaire à votre effort physique? Quand vous faites votre jogging ou quand vous faites votre aquagym, etc., d'où vient l'énergie? Pardon? D'où vient le glucose? Pardon? De notre manger, ouais. Dans ce cas-là, il faut que tu aies intérêt de manger juste avant, sinon tu risques d'avoir des gros soucis, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y en a même plein que je connais, pas ici, mais qui s'amusent à être à jeun et à utiliser l'exercice physique comme un moyen de maigrir. Du coup, je ne vais pas m'amuser à bouffer un Big Mac juste avant de faire de l'aquagym et juste après, histoire de refaire mes réserves, parce qu'autant vous dire que l'effet sur le fait de maigrir ne sera pas très efficace, pas très pertinent. Donc d'où vient le glucose musculaire? Stock d'où? Oui et non. Oui, clairement. Il vient des stocks de glucose à l'intérieur déjà de la fibre musculaire qu'on appelle le glycogène. Et ensuite, il vient de la circulation, au sens large du terme. Pourquoi? Parce que comme ça, je réponds à toi et au monsieur là-haut. C'est-à-dire que quand vous connaissez l'épreuve Ironman, c'est la pire épreuve qui puisse exister quasiment au monde. Vous faites quasiment une dizaine de kilomètres en natation, en eau vive, histoire d'eux, parce qu'en piscine c'est trop facile, il n'y a pas de courant. Vous y rajoutez une petite étape du Tour de France, donc environ 180 km à vélo, et vous enchaînez sans vous arrêter, parce que sinon c'est pas drôle, avec un petit marathon pour finir, petit 42 km à pied, et on n'en parle plus. Du coup, vous comprendrez bien que le stress énergétique est monstrueux, donc ils font plus de 20 heures d'effort, c'est énorme. Dans ce cadre-là, ils sont obligés de faire des ravitaillements. Et donc, c'est quoi le ravitaillement? C'est recharger en nutriments le système vasculaire. Donc, vous avez deux moyens de recharger le système vasculaire. Soit c'est le foie, puisque c'est lui qui contient le stockage du glucose sous forme de glycogène et qui va le libérer suivant la signalisation hormonale que vous connaissez du pancréas, qui s'appelle le glucagon. Donc, c'est le glucagon qui donne l'ordre au foie de libérer du glucose. Et le muscle, lui, pompe. Et comment il fait pour pomper? Pourquoi il pompe? Alors que c'est une diffusion passive, c'est là où c'est très joli, grâce à ce système donc de ping-pong. Donc ce système de ping-pong, c'est quoi? C'est que vous allez attraper une molécule là où il y en a le plus, et lorsque la molécule va venir en contact, ça va lancer une transformation du transporteur qui va le libérer de l'autre côté, d'où l'effet ping-pong. Mais ça marche dans les deux sens. Si j'ai beaucoup de glucose dans ma fibre musculaire, ce qui est le cas, vous stockez votre glucose pour pouvoir faire un effort. Pourquoi il ne se raccroche pas à l'intérieur et ne ressort pas de... Pourquoi on ne ferait pas un pong-ping et qu'on ferait toujours du ping-pong? Gradient de concentration, oui. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez toujours en hyperglycémie. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez toujours encore plus de glucose dans le sang que vous en avez dans les fibres musculaires. Dans ce cas-là, autant vous dire, vous allez être diabétique direct. Voilà, c'est excellent. Et c'est là que je vous le montre avec cette fameuse hexokinase.
c'est qu'en fait, le côté malin du système, c'est qu'au moment où le glucose rentre dans la cellule, et dès qu'il rentre dans la cellule musculaire, il est immédiatement phosphorylé en glucose 6-phosphate. Du coup, c'est une nouvelle espèce moléculaire. Du coup, non seulement il est chargé négativement, maintenant qu'il y a un phosphate, donc il ne peut plus sortir, déjà, ça c'est le premier point, mais là, c'était pas le problème. Le problème, c'était la force chimique. Eh bien, parce que c'est une nouvelle molécule, du coup, elle rentre pas dans la notion du gradient chimique. Du coup, le glucose, en fait, le sang, quelle que soit la quantité de glucose dans le sang, il sera toujours supérieur à la fibre musculaire, puisque dans la fibre musculaire, il n'y a pas de glucose. Il n'y a que du glucose 6-phosphate ou du glycogène, mais il n'y a pas de glucose. Du coup, vous avez toujours, bon, j'exagère, comme toujours, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Du coup, vous avez toujours une force chimique qui va vers l'intérieur de la fibre. Du coup, la fibre musculaire est toujours capable de le pomper. La deuxième copine que vous avez, c'est celle que vous aimez tous et toutes, et que vous reverrez encore après, la pompe NAK. Pourquoi la pompe NAK est hyper importante, et d'après vous, puisque vous la connaissez, non seulement on va réviser, ça c'est pas un problème, mais je veux que vous alliez plus loin. Ne vous arrêtez pas en mode « Ah, on l'a déjà vu ». Ouais, mais je t'assure que quand moi je corrige, je suis pas certain que vous l'ayez vu tant de fois que ça finalement. Parce que il faut que vous la compreniez. Moi je veux que vous compreniez sa logique. Pourquoi la pompe NAK est-elle si importante? Pardon? Non? T'as pas envie? Pourquoi elle est si importante? Quelle est la logique d'après vous? Elle est électrogénique, très très bien. C'est-à-dire que son fonctionnement crée un déficit en charge positive à l'intérieur de la cellule. On va le voir à la fin, le bilan. Donc globalement, à chaque tour, vous induisez une charge négative dans la cellule. Ok, donc elle est électrogénique. Est-ce que ça nous arrange, d'après ce que vous connaissez maintenant, qu'il y ait à chaque tour une charge négative en plus dans la cellule? Est-ce que ça va dans le même sens que ce que veut la nature ou ça va contre le sens de la nature? Le fait, au final, de créer une charge moins dans la cellule. Quel est le VM classique d'une cellule? Il est positif ou il est négatif? Négatif. Que fait votre pompe NAK au final? Elle crée du négatif à l'intérieur de la cellule. Donc, est-ce qu'elle est intéressante à ce point de vue-là? Oui. La pompe NAK stabilise votre VM, participe au VM, puisqu'elle est capable de créer du négatif, et votre cellule, elle a besoin de négatif. Imaginez-vous dans l'autre sens, du coup, à chaque tour, elle créerait du plus. Ça veut dire qu'elle irait contre le VM, contre le déséquilibre, et dans ce cas-là, on ne serait pas aussi efficace. Ok, quel est l'autre intérêt, puisque vous savez que c'est un transporteur du sodium et du potassium? Et là, en dehors de ce que vous connaissez, du coup, quel rôle ça peut avoir d'après vous et d'après tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant? Pour ça qu'après, ça enchaîne en général. Vous êtes même capable de revenir, rien qu'en réfléchissant, sur dans quel sens va être transporté les ions sodium et potassium. Vous ne pouvez plus vous tromper à partir de maintenant. C'est une pompe, ouais, d'ailleurs, quel con, pardon. C'est un transporteur de quelle nature, la pompe NAK? C'est pour ça que la réponse à la question, c'est dans la notion de pompe. Si c'est une pompe, c'est forcément... Si c'est une pompe, c'est forcément actif. Donc c'est une protéine qui consomme de l'énergie. C'est une pompe, donc elle est active. Elle consomme de l'ATP. Et on dit même qu'elle est primaire. C'est-à-dire qu'elle a, sur justement sa protéine alpha, la capacité d'hydrolyser l'ATP. Donc on a deux sous-unités dans la pompe NAK, la alpha et la bêta. La bêta, globalement, on ne sait pas encore trop à quoi elle sert, mais on pense qu'elle va permettre de réguler la vitesse de réalisation et de fonctionnement de la pompe. Par contre, la molécule alpha, quant à elle, elle a la capacité d'hydrolyser de l'ATP, donc c'est de l'actif primaire, c'est elle-même qui hydrolyse l'ATP, et elle est capable de transporter les ions.
le sodium et le potassium. D'après vous, si elle utilise de l'énergie, ATP, pour déplacer du sodium, c'est pour faire dans quel sens du coup? Le contraire du chimique. Donc, du coup, dans quel sens? Dehors. Systématiquement, je vais prendre 3 molécules de sodium à l'intérieur de la cellule et je vais les mettre dehors. Pourquoi? Mais c'est que finalement, si je reviens aux références théologiques, créationnistes, etc., je peux dézinguer tout ça en disant que finalement, pourquoi j'ai autant de sodium dehors et autant de potassium dedans? C'est peut-être pas parce que notre cellule est née au milieu de la mer, mais c'est peut-être tout simplement parce qu'on a des pompes NAK. Et que la pompe NAK, elle fait quoi? Elle prend le potassium dehors et elle le met dedans. Et elle prend le sodium dedans et elle le met dehors. Du coup, j'arrive, moi, sur une cellule en tant que scientifique, je mets les mêmes concentrations à l'intérieur et à l'extérieur de ma cellule et je laisse fonctionner la pompe NAK. Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de sodium dehors, beaucoup de potassium dedans. Pourquoi? Grâce à elle. Du coup, le fonctionnement neuronal est dépendant quasi exclusivement de la pompe NAK. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir le moindre potentiel de membrane sans pompe NAK. Pourquoi? Parce que c'est elle qui détermine votre gradient chimique et c'est elle qui fait ce qu'on a dit tout à l'heure, cette fameuse force résiduelle. Et c'est elle qui s'assure que vous gardiez toujours une bonne quantité de potassium dedans et une bonne quantité de sodium dehors. Résultat, regardez un neurone, ou n'importe quelle cellule d'ailleurs, ça s'applique si je reprends ce petit schéma-là, tout dégueulasse parce que je suis très bon en dessin. Qu'est-ce qui se passe? On a dit le potassium, il sort. Ok, pas de souci, par les canaux de fuite. Du coup, à chaque fois qu'il sort, ça crée une décharge négative à l'intérieur, pas de problème. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai une petite pompe. J'ai une petite pompe NAK, ici. La NAK ATP, AS, mais voilà. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? C'est qu'elle va reprendre le potassium et le faire rentrer. Et reprendre le sodium et le faire ressortir. Du coup, vous avez un jeu permanent de le potassium sort à travers les canaux de fuite d'après son gradient chimique et est rattrapé par la pompe NAK et re-rentre dedans. Et du coup, pourquoi, avec des canaux de fuite, vous n'arrivez pas à une homogénéité de concentration entre intra et extra? Parce que la pompe NAK s'assure que ça n'arrive jamais. Et au fur et à mesure que le potassium fuit, il est ramené instantanément. Du coup, vous restez toujours avec, in fine, les mêmes concentrations en potassium dehors et dedans. Enfin, à n'importe quel instant. Ce qui veut dire que la pompe NAK participe au maintien du VM stable, en permettant le maintien des gradients chimiques du potassium et du sodium. Du coup, on établit le fonctionnement de la pompe NAK sous ces formes d'états. Pourquoi en état? C'est parce que la protéine, cette pompe, elle change de forme et notamment, elle est phosphorylée. Du coup, on va avoir 3 étapes vraiment clés. L'étape numéro 1, donc, qui est l'état E1, qui correspond à l'activation de la pompe. Et comment se fait cette activation? Elle se fait par la liaison de 3 sodiums sur la partie hyaloplasmique de la protéine alpha, de l'isoforme alpha. Du coup, au moment où vous allez avoir 3 sodiums qui s'accrochent à la face hyaloplasmique de l'isoforme alpha, c'est là que vous entrez dans l'état E1, qui est l'état donc d'activation, de fixation, de lancement. Et qu'est-ce que ça va lancer? Ça va lancer l'hydrolyse de l'ATP. Donc c'est parce que le sodium s'accroche que vous hydrolysez l'ATP pour permettre du coup la déformation du canal. Donc l'idée c'est que les ions sodium s'accrochent,
Du coup, l'alpha va hydrolyser l'ATP, ce qui va lui donner de l'énergie, et elle va se déformer. Et en se déformant, elle emmène avec elle les ions sodium. Et du coup, les ions sodium vont pouvoir être transloqués à l'extérieur de votre cellule. Donc ça, c'est la forme E1 qu'on appelle la forme d'activation. Activation par le sodium et hydrolyse du phosphate sur l'ATP. Ensuite, vous êtes en état E1P, puisque vous êtes phosphorylé. Et cette étape de E1P, c'est quoi? C'est lorsque vous allez vous ouvrir sur l'extracellulaire pour libérer le sodium, et en même temps, vous faites apparaître, mais ça c'est la composition même de la protéine, vous faites apparaître les sites de liaison au potassium. Du coup, parce que, et uniquement parce que vous avez libéré du sodium à l'extérieur, du coup ça ouvre votre pompe, et donc autorise le potassium à s'accrocher. Et là, il n'y a que 2 sites de liaison au potassium. Et là, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, le fait que le potassium s'accroche à votre protéine alpha va en fait faire perdre le phosphate, et donc faire perdre l'énergie à votre pompe. Résultat, la pompe, comme je vous en avais parlé un peu pour la myosine, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle revient dans sa position naturelle, dans celle qu'elle aime. Et donc, c'est quoi celle qu'elle aime? C'était la position E1, la position ouverte à l'intérieur. Mais elle a déjà accroché le potassium. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le potassium s'accroche, le phosphate s'en va, je perds l'énergie résiduelle, donc je me remets dans ma forme privilégiée. En même temps, j'emmène avec moi le potassium. Du coup, le potassium va se retrouver en l'intérieur de votre cellule, sous la forme E2, qui est la forme où finalement votre pompe est ouverte à l'intérieur de la cellule, mais ouverte sur les sites de fixation au potassium. Voilà le fonctionnement général, donc ça vous l'aviez. Du coup, au final, si on fait un bilan, le bilan c'est quoi? C'est je fais sortir 3 sodiums, je fais rentrer 2 potassium, le résultat net c'est une charge négative à l'intérieur. Résultat, je participe à fond au potentiel de membrane de la cellule, et quelle qu'elle soit. Environ, c'est à peu près ces chiffres, mais pour vous rendre compte, environ 70% de l'ATP consommé par une cellule est consommé par la pompe NAK. C'est juste pour vous rendre compte un peu de la puissance du truc. Je parle d'une cellule lambda, n'importe quelle cellule de votre corps. Près de 70% de l'ATP consommé par une cellule est consommé par la pompe NAK, puisque c'est à elle qu'on doit tout. C'est à elle qu'on doit le VM et donc la capacité à se déplacer. On peut les bloquer, ces petits transporteurs, et voir du coup l'effet que ça a sur votre cellule, notamment par de la digitaline ou de la wabaïne, et bien sûr dans l'ED que vous aurez à faire plus tard, vous aurez un cas particulier où on va utiliser un inhibiteur. Et l'ensemble du coup du fonctionnement général de cette protéine va vous assurer la totalité de la survie de votre cellule. Maintien de pH, concentration ionique en métabolique stable de part et d'autre de la membrane, rejet des molécules toxiques, communication, import de molécules grâce à l'énergie résiduelle, au gradient chimique que vous avez créé, etc. Tout ce qu'on a dit, ça s'applique à la pompe NAK. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui peut donc arriver à votre VM? Pourquoi, comment? C'est ce qu'on va voir ensemble. Eh bien, il peut lui arriver que 2 choses. Donc, c'est pas très compliqué. Sauf que quand dans la copie vous vous trompez, moi, je pense que vous avez compris le principe à l'envers. Donc, il ne faut pas se tromper et on ne peut pas se tromper. Pourquoi? Tout simplement parce que quand l'autre VM est négatif, on dit donc qu'il a une polarité. D'accord? Il n'est pas neutre. Il a une polarité. Et la polarité naturelle d'une cellule, c'est négative. Donc lorsque vous êtes ici avec un VM de repos stable qui est négatif, on dit que vous êtes polarisé. D'accord? Lorsque je vais perdre ce négatif, je vais donc me rapprocher du neutre et du positif. Je vais donc m'éloigner de ma polarité naturelle. Je me dépolarise. Je perds ma polarité. Si par contre, au contraire, j'aggrave, j'accentue ma charge négative, dans ce cas-là, je m'hyperpolarise. Donc voilà un peu la logique d'esprit à respecter pour que vous ne vous trompiez jamais. C'est que votre cellule, quand elle est à moins 60, moins 70, elle est polarisée, normalement.
Si je descends encore plus dans les négatifs, je suis donc hyper polarisé. Et si je me rapproche du zéro ou que je le dépasse, je suis donc dépolarisé. Il n'y a pas de limite particulière en termes d'élévation. Vous appellerez toujours ça une dépolarisation. Concernant maintenant l'effet d'une variation de concentration d'un ion sur votre cellule, quel effet ça a? Pour revenir, puisque vous avez fait du coup vos recherches, vous avez réfléchi vous-même sur justement les cas de... Les cas où on tue les méchants américains dans les prisons par injection de potassium, on va le comprendre ici. Donc regardez, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on est des scientifiques, donc on fait mumuse, on joue bien, on rigole. On a 2 électrodes dehors de la cellule. Qu'est-ce qu'on détecte comme différence entre ces 2 électrodes? Que dalle, donc on est à 0 millivolts. Là, ce que je fais là, je vous aide énormément parce que quand vous avez ce genre de courbe-là, souvent vous avez du mal à comprendre ce qui s'est passé. On vous dit qu'on... Pénétration de l'électrode dans la cellule. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y en a une des 2 que je rentre à l'intérieur de la cellule. Du coup, là, je distingue cette fois-ci 2 milieux différents. Le milieu extra, le milieu intracellulaire. Et la différence nous dit quoi? Oh, quelle surprise! Moins 70 millivolts. Pas de problème. Ça, c'est quand on est dans des concentrations classiques de potassium extracellulaire. C'est ce qu'on vous a montré dès le départ. Environ 3-5 millimolaires, pas de souci. Si je me mets à augmenter progressivement la concentration extracellulaire de votre en potassium, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que vous ne touchez pas à la cellule, hein, on est d'accord? On ne touche pas à la cellule, j'ai mis l'électrode dedans, point barre. Et là, je change le milieu de dehors, et je m'amuse à rajouter un peu de potassium dehors. Un peu de potassium dehors, un peu de potassium. Et regardez, le VM, boum, 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 augmente, et vous êtes même capable de faire que votre cellule soit neutre, n'ait aucun VM, juste parce que vous avez augmenté le potassium à l'extérieur de la cellule. Résultat, regardez ici, cette courbe noire, enfin c'est pas une courbe du coup, c'est une droite, cette droite noire correspond justement à la modification du potentiel électrique en fonction du gradient en termes de optimal. C'est-à-dire là, c'est tout simplement la courbe de régression, d'accord? Donc ce serait l'optimal. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'en fait, dans la réalité, il y a un tout petit décalage avec la régression linéaire. Donc c'est pas parfaitement linéaire, c'est-à-dire que votre VM n'est pas à 100% dû à votre potassium, mais quasiment. Et que le peu, en fait, qui reste est dû à quoi? Un tout petit peu de sodium et que dalle en chlore. Ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez avec le chlore, ça n'aura jamais aucune influence sur le VM. Résultat, lorsqu'on reprend ces notions-là, qu'est-ce qu'on distingue? Tout simplement, regardez, qu'est-ce que vous faites quand vous augmentez le potassium extracellulaire? Qu'est-ce que vous changez? C'est quoi qui se cache derrière cette linéarité où j'augmente le potassium dehors et ça augmente mon VM? C'est quoi la logique? Qui est donc la logique de mise à mort. Si j'injecte du coup du potassium en intraveineux, une énorme masse de potassium, qu'est-ce qu'on fait pour la cellule? Qu'est-ce qui lui arrive à la cellule? Toutes les cellules de votre corps, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui leur arrive? D'après ce qu'on vient de voir là. Où? Dehors. Il y a trop de charges positives dehors. Ouais, mais la cellule, normalement, elle est négative. Donc c'est quoi la logique? C'est ça qui est bête. C'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est qu'en gros, je rajoute des plus dehors. Et j'ai rien fait d'autre. Et ma cellule, au lieu d'être encore plus négative, du coup, elle devient de plus en plus positive. C'est quoi la logique? Canot de fuite. Ouais, mais toi, tu triches un peu, toi. T'as pas le droit, toi. Ça t'a déjà donné. Alors, c'est quoi la logique qui se cache derrière?
Moi, je suis pas très très bon en physique, en maths, tout ça, mais il y a des choses quand même qui me parlent un minimum. Et là, globalement, moi, je fais une cellule. Elle est négative dedans. Elle est positive dehors. Du coup, si je mets des électrodes dedans et dehors, et que je regarde la différence, je vais avoir un VM de moins 60. OK, ou moins 70. Là, vous arrivez avec votre petite injection et vous rajoutez des plus dehors. Et vous ne faites que ça. Je suis désolé. Si on en reste là, votre VM, il doit descendre encore plus. Parce que j'ai des charges négatives dedans et j'ai encore plus de positifs dehors. Donc la différence des deux est plus grande. Donc du coup, mon VM descend. Or, ce n'est pas le cas. En vrai, vous vous rapprochez de zéro. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui se passe? Pour qu'en ayant rajouté des plus dehors, ça fait rentrer, entre guillemets, des plus dans la cellule. Eh bien, c'est tout bête. Qu'est-ce qui fait que ma cellule, elle est négative? À quoi je dois ça? À qui je dois que ma cellule soit négative? À qui? Au K+, au potassium. Et pourquoi je suis négatif à cause du K+? Parce que le K+, il a envie de sortir. Mais si je rajoute des caisses et des caisses de K+, dehors, qu'est-ce que vous changez ici? Le gradient chimique, qui peut s'égaliser ou s'inverser. Du coup, qu'est-ce qui fait votre potassium, puisqu'il y en a de plus en plus dehors? Il ne sort pas, il reste dedans. Or, comme il a une valence positive et que le K reste dedans parce qu'il n'a plus envie de sortir, il y en a déjà trop dehors, eh bien votre VM augmente. Du coup, vous avez un VM qui s'élève. On dit que là, la cellule, puisqu'elle perd son côté négatif. Du coup, elle se dépolarise. Très bien. Donc, lorsque vous injectez du potassium à l'extérieur de la cellule, vous dépolarisez toutes les cellules de votre corps puisque vous allez dans la circulation. Quand vous arrivez, alors là, c'est ce qu'on verra du coup un tout petit peu aujourd'hui si on peut, mais surtout la semaine prochaine, on en arrive au potentiel d'action. On sait que le potentiel d'action, il est déclenché à partir de combien? Moins 40 millivolts à peu près. Du coup, à peu près, regardez ici, à 40 millimolaires. Au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe du coup quand vous faites une injection, comment vous tuez les gens? C'est que toutes les cellules excitables de votre corps, cardiomyocytes, muscles, neurones, vont tous envoyer des potentiels d'action en même temps et en continu. Pourquoi en continu? Parce que même quand vous avez envoyé un potentiel d'action, il y a toujours beaucoup trop de potassium dehors. Du coup, vous êtes toujours dépolarisé. Donc, tous les potentiels d'action s'enchaînent sur un potentiel d'action. Donc, imaginez-vous une crampe de tous les muscles de votre corps, une petite crise d'épilepsie de tous les neurones de votre cerveau et une grosse crampe du cœur et de toutes les cellules cardiaques. C'est pas agréable, non? Voilà comment on tue quelques Américains. C'est beau. Comment, en tant que futur scientifique fou, que vous serez peut-être, vous avez la possibilité de jouer avec les cellules excitables? Eh bien, vous le faites grâce à des électrodes que vous allez charger en KCl. Et ça, c'est génial. Pourquoi c'est génial? Parce que tant que le K et le Cl sont associés les uns avec les autres, il n'y a pas de charge, c'est neutre. Donc, il n'y a pas d'effet. Par contre, si vous le couplez à un petit générateur électrique, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez mettre du courant électrique dans votre électrode qui va avoir comme effet de dissocier le K du Cl.
Du coup, si dans mon électrode, je mets du moins, dans ce cas-là, vous allez dissocier le K et le Cl, vous allez coller le K+, qui va rester du coup à l'électrode, et le Cl- qui va tomber dans votre cellule. Du coup, si vous rajoutez du Cl- dans votre cellule, vous allez du coup hyper polariser votre cellule. Vous allez augmenter sa quantité de charge négative. Si par contre, regardez ici, je fais l'inverse, c'est-à-dire que mon générateur, je lui mets des charges plus maintenant. Dans ce cas-là, vous allez dissocier le K du Cl, et c'est le chlore qui va rester collé à l'électrode. Du coup, qui va tomber tout seul? Le potassium. Vous allez donc dépolariser votre cellule en rajoutant dans votre cellule davantage de potassium. Donc ça, c'est l'expérience typique, caractéristique des électrophysiologistes qu'on appelle, c'est-à-dire des scientifiques qui réalisent des modifications, des perturbations du VM de la cellule pour voir qu'est-ce que ça change dans sa capacité à communiquer et à échanger. Et du coup, on le réalise donc suivant les deux états, hyperpolarisation ou dépolarisation, suivant si je rajoute du moins ou je rajoute du plus. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer si on met telle ou telle drogue, notamment la batrachotoxine qui vient en fait de crapauds, de grenouilles. Qu'est-ce qu'ils font cette BTX, cette drogue? C'est qu'elle ouvre les canaux sodiques. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour votre cellule? Vous avez une dépolarisation puisque vous allez faire rentrer, suivant le gradient chimique du sodium, faire rentrer du sodium à l'intérieur. Pourquoi? Parce que vous avez changé le G du Na. Vous avez ouvert des canaux sodium, donc le sodium suit son gradient électrochimique. Et le gradient électrochimique, il dit quoi au sodium? Il dit, tu es une charge plus, moi je suis négative, tu viens à moi. De plus, le chimique dit, il y a déjà trop de sodium dehors, vas-y, va à l'intérieur, fuis pour égaliser. Du coup, la force électrochimique est concordante, l'électrique va avec le chimique, et donc le sodium rentre à l'intérieur. Du coup, vous la dépolarisez. Si maintenant vous utilisez de la morphine, je triche pas, enfin, je veux pas vous tricher. Pourquoi, et c'est ça qui est cool, pourquoi vous n'avez plus mal lorsqu'on vous injecte de la morphine? Quelle est la logique physiologique qui se cache derrière la morphine et qui fait que vous ne sentez plus la douleur? Et vous êtes plutôt peace and love, voire pour certains qui voient quelques éléphants roses. Ça dépend du niveau. Transmission de l'information qui change, oui, mais quelle est la nature de la transmission que tu changes et pourquoi tu la changes, cette transmission? Qu'est-ce que la morphine va vous permettre de faire pour que vous n'ayez plus mal? Elle hyperpolarise la cellule. Oui, pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Alors qu'il n'y en a pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est plus dur de faire un potentiel d'action. Or, c'est quoi la douleur? Qu'est-ce que c'est que la douleur? Ça, c'est quand même un truc de ouf, hein. Ça fait mal, oui. Mais en fait, non. En fait, c'est ridicule. Ça fait pas mal. C'est quoi une douleur? Une douleur, c'est ça. Et ça fait pas très mal. Pourquoi ça fait pas très mal? Parce que c'est grâce à ça que toutes les informations nerveuses circulent. Pourquoi celle-là, elle fait mal? Parce que ce potentiel d'action provient d'un récepteur nociceptif, c'est-à-dire d'un récepteur à la douleur, c'est-à-dire d'un petit organe, d'un type cellulaire, d'un organisme, d'une organisation qui se doit de déterminer s'il y a quelque chose qui s'abîme. En fait, la douleur, c'est quoi? C'est juste l'info de tu es en train de te déchirer ou de te brûler, ou c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, en soi, il n'y a pas de douleur, ça ne veut rien dire, la douleur. On pourrait tout simplement envoyer un panneau en me disant « Attention, tu te brûles, enlève ton doigt », ça ferait la même. Sauf que ça, il y a des abrutis qui le feraient quand même pas. Ils disent oh, « m'en fous ». Et on le connaît, hein, les gens qui sont là au-dessus de la bougie, je tiendrai plus que toi. On les connaît, tous ces abrutis. Du coup,
la nature, elle a dit, ok, s'il y a des gens qui ont une conscience tellement évoluée, tellement forte, qui sont capables de dire non à un message qui lui dit que tu es en train de te brûler, eh ben on va rajouter un petit quelque chose histoire de lui faire comprendre que, et ce petit quelque chose, c'est la douleur. Donc la douleur est en fait un phénomène créé au niveau du cerveau pour que vous portiez une attention à l'information qu'on vous donne. Le corps vous donne une information, la peau se coupe, le muscle se déchire, vous vous brûlez, et soit vous le prenez en compte, ou soit vous le prenez pas en compte. Or là, vous n'avez presque pas le choix, parce que du coup, il vous donne cette notion de douleur en plus. Il y a des maladies génétiques très très graves, où justement, les gens ne ressentent pas la douleur, et du coup, ils meurent en général dû à des hémorragies ou à des blessures qui ne se rendent pas compte. Donc c'est tout simplement la notion de potentiel d'action. Pourquoi du coup l'hyperpolarisation de la morphine vous aide? Tout simplement parce qu'elle va ouvrir des canaux potassiques. Et donc comme elle va ouvrir des canaux potassiques, la morphine, c'est ça sa cible, l'ouverture de canaux potassiques, le potassium va sortir encore plus. Donc comme il sort encore plus, votre cellule s'hyperpolarise. Or, le récepteur de la douleur, qui lui se doit de faire un potentiel d'action, quand est-ce qu'il le fait? Il le fait quand il est à moins 40. Du coup, quand je suis à moins 70 ou à moins 90, je suis plus loin du moins 40, donc c'est beaucoup plus dur de créer des potentiels d'action pour vous informer que vous êtes en train de morfler. Donc voilà un peu la logique physiologique de la morphine et de son effet sur votre corps. Ok. J'introduis du coup très rapidement le cours de la semaine prochaine qui porte sur le potentiel d'action. Et uniquement sur le potentiel d'action, et ensuite je vous laisse. Du coup, maintenant, vous avez toutes les bases pour tout faire, et maintenant on va essayer de l'appliquer au potentiel d'action, vous allez le voir, mais aussi après on le verra avec la neurotransmission, etc. Du coup, le potentiel d'action, c'est tout simplement la capacité de comprendre comment fonctionnent les canaux sodiques et les canaux potassiques. Du coup, on va ensemble décrire le fonctionnement électrique et donc l'électrophysiologie de ces deux canaux pour bien comprendre pourquoi le potentiel d'action, il a cette tête-là et pas une autre. Et c'est ça la logique, de se dire pourquoi il est comme ça. Et on va essayer de le comprendre. Ensuite, on essaiera ensemble de mettre en jeu quels sont les déplacements qui se passent, dans quel ordre et avec qui, pour pouvoir comprendre le potentiel d'action dans son ensemble. Enfin, on verra les propriétés intrinsèques du potentiel d'action. Et on finira sur son enregistrement extracellulaire. Et ça, vous allez voir que vous serez obligé, intellectuellement, de faire l'inverse dans votre tête. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite bon courage pour la suite et à la semaine prochaine. Bon week-end.